Pierre Trinquier, bonjour. Autour de certains amis, le président du syndicat, président de la cave coopérative, responsable trésorier du syndicat de l'AOC Languedoc. On est ce matin à Cabrières, à la cave de l'Estabel. On aimerait découvrir un peu ce personnage parce que moi je le connais depuis 30 ans, mais on aimerait savoir un tout petit peu plus d'où il vient et sa motivation. Pierre. D'accord, je suis né à Cabrières, je suis né en 1940, donc j'ai 81 ans. J'ai fait des études toutes simples. Je suis allé à l'école jusqu'à 14 ans, j'ai eu le certificat d'études. Et puis voilà, j'ai repris un métier de vigneron avec mon père. Mon père donc, avait une petite exploitation agricole et je partageais à la fois avec lui son travail de vigneron et puis on allait ensemble faire du travail pour d'autres afin de valoriser la famille. J'ai perdu mon père, j'avais 20 ans, ce qui a imposé quelque part le fait de devenir exploitant agricole. Je ne pensais pas avoir cette vocation. Mais bon, le fait que je suis à l'école, j'ai eu des études primaires, à cette époque-là, on allait au collège que quand la famille le décidait, puisqu'il fallait avoir des bourses, et les ignorants n'obtenaient pas de bourse pour cela. Ma famille était une famille simple, avec des revenus très moyens, et donc je n'ai pas fait d'études. C'est pour moi, d'ailleurs, quelque chose qui m'a toujours gêné. Et si vous voulez, vous avez demandé pourquoi je m'étais engagé. Ce n'était pas obligatoire pour les idées viticoles, tout ça. C'était parce que je pensais que pour me construire et me former, il fallait que je rencontre des gens qui étaient différents de moi, qui avaient eux fait des études, qui étaient cultivés, si l'on peut dire. Et quelque part, c'est ce qui m'a amené à me rapprocher de groupes et de vivre avec des groupes. Pour ça que dès qu'on m'a proposé de rentrer à la coopérative de Cabrières en tant qu'administrateur, je venais de me marier, c'était en 1994, pardon, excusez-moi, en 1964. Et donc, à ce moment-là, j'ai rapidement accepté là et je me suis mis dans le bain de la coopération. Dans le bain de la coopération, ça a été avec des gens beaucoup plus âgés que moi, naturellement, puisque j'avais que 24 ans. Et c'est là que j'ai appris déjà la sagesse des hommes. J'ai été énormément surpris par ce que les anciens savaient, ce qu'ils étaient capables de faire et de dire pour gérer des structures. Ils avaient déjà l'idée de ce qu'était cette cave coopérative, ce qu'elle avait de particulier. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient envie rapidement d'aller de l'avant. Et la meilleure, c'est ce qui a été réellement passé, puisqu'en 1955, on obtenait déjà un BDQS rosé Cabrières avec un décret d'application qui était particulier avec des règles de production liées à un maximum de cinceau, c'est-à-dire 45% de cinceau, ce qui était intéressant parce qu'ils avaient découvert la particularité de ce cépage. Et donc, quelque part, c'était déjà une avant-garde. On commençait à mettre des verres en bouteille quand je suis arrivé dans la cave. Et tout ce travail commercial était déjà en place. Ce qui m'a changé, qui m'a encouragé à aller suivre, c'est toutes ces idées d'avant-garde. Il semblait qu'ici, on allait plus vite qu'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semblait qu'on allait plus vite qu'ailleurs. Et donc, l'ironie du sort, c'était son arrière-grand-père, donc le grand-père de Richard, qui était le président de la cave à ce moment-là. Vous voyez, donc Richard, dans quelque temps, peut-être présentera avec d'autres cette demande à l'INAO de reconnaissance de Cabrières. Et son arrière-grand-père est allé à Montpellier, et lui, il y allait avec l'autocar du Languedoc, il prenait sa petite sacoche, il prenait son car tous les mercredis, et il allait voir Devens et Bruguière à Montpellier, à l'INAO, pour discuter de l'appellation. Et c'est vraiment des gens qui avaient rapidement cru à ce qu'était une appellation. Donc Pierre Trinquier, jeune marié, jeune coopérateur, oui, s'engage dans le syndicalisme. Oui. Et on voit aujourd'hui un peu les effets. On parlera
du syndicat, naturellement, du projet de Cabrières par rapport à l'INAO. Mais donc, ces premiers vins, là, comment ça se passe dans la cave coopérative au niveau de la première mise en bouteille, comme d'autres caves, mais quand même, cette Cabrières a été précurseur dans cette mise en bouteille, ça c'est important. Oui, c'est-à-dire que tout ça se joue à des ordres. Il y avait un directeur qui s'appelait M. Bangin, il était venu dans la région pendant la guerre et il était devenu directeur de cette cave. Je ne sais pas s'il avait des diplômes à ce moment-là de direction, ça n'existait pas, mais il avait une idée commerciale fulgurante, c'est-à-dire qu'il poussait tout le monde à avancer, à mettre des vins en bouteille, et il a encouragé vraiment cette commercialisation. Et puis il est arrivé une deuxième étape, pas très loin de celle-là, c'est les années 60, c'est l'arrivée du président Courin, que vous connaissez, qui lui aussi était un peu comme ça, c'était quelqu'un qui avait un allant commercial. Et nous avons partagé ensemble deux visions de la cave. Lui, il avait sa vision commerciale, moi j'avais ma vision de gestionnaire. Et on a partagé ensemble pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il quitte la coopérative, c'était en 1990 quand je suis devenu président. On a tous les deux essayé de faire fonctionner ces coopératives en coopérative d'avant-garde. Mise en bouteille au départ, mais ensuite atelier de mise en bouteille, se refuser d'adhérer à des mouvements de producteurs qui allaient nous faire perdre notre âme, essayer toujours de s'isoler, mais de gérer nous-mêmes et de prendre nous-mêmes nos décisions. Et c'est ce qu'on a fait. On a évité le piège du groupement de producteurs du CRSU, et donc on est resté vraiment isolé, peut-être au départ, mais maître de notre destin. Un atelier de conditionnement mis en place aux années 70, informatisation de la structure très tôt. Je crois qu'on fait partie des caves qui ont été informatisées au départ assez vite, et on a mis en place, grâce à cette informatisation, ce qu'on appelait la rémunération différenciée, c'est-à-dire encourager les producteurs à travailler dans le sens de l'appellation et en même temps d'être rémunérés correctement par rapport à la qualité des apports qu'ils avaient. Donc on a délimité sur les parcelles la qualité des produits par des visites juste avant vendange. On classait ces produits par différentes qualités, de qualité 1 à qualité 5, en sachant que la qualité 5 sortait de l'appellation. Ça devenait des vins de pays. Et donc, à ce moment-là, cette rémunération différenciée a entraîné une compétition en interne entre les vignerons. Et c'est ce qui a amené, quelque part, notre motivation à continuer dans ce sens de l'appellation. Et on a fait une assemblée générale, je me souviens, je crois que c'était les années 80, entre les années 84 et 85, on est passé à AOC en 85. On a fait une assemblée générale où on a pris une décision assez forte, c'est savoir quelle serait l'attitude de cette cave coopérative. Et on a défini tous ensemble que c'était une cave coopérative d'appellation. C'est-à-dire qu'elle vinifierait tous les vins des adhérents, mais elle ne porterait son regard et son action que sur l'appellation. Et en même temps, on a eu le réencépagement grâce à la restructuration du vignoble, et on a demandé aux vignerons, dans la mesure où le territoire était classé totalement à l'appellation d'origine contrôlée, de ne planter que des cépages de l'appellation. Et aujourd'hui, Cabrières, la totalité de son encépagement sur les 400 hectares est un encépagement d'appellation d'origine contrôlée. Il n'y a pas de Merlot, il n'y a pas de Cabernet. Jamais on a eu ici une attitude différente que celle de l'appellation. C'est un peu unique dans le Languedoc. Donc, première bouteille en 1950, d'après ce qu'on voit sur les vieux concours agricoles. Première bouteille en général au niveau de la commercialisation. Précurseur au niveau de la sélection des terroirs et de l'unité de terroir. C'est quand même remarquable parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de sélection au terroir, mais déjà Cabrières, dans les années 60-70, faisait ça. Je crois que Cabrières aussi avait un engagement syndical. Il y avait un engagement fort au niveau de la coopération et je crois que, et unique, vraiment, sa Cabrières unique dans le Languedoc par sa zone AOC. On en parlera tout à l'heure par rapport
au dossier qui sera déposé à l'INAO. Donc, au niveau du syndicat, est-ce qu'il y a peut-être une question, Guy? Est-ce que tu as une question à poser à Pierre par rapport à... Parce que la Fédération des caves coopératives, tu connais, pour que Pierre puisse dire son engagement. Alors moi, j'ai toujours été admiratif parce que quand je suis rentré à la Fédération des caves coopératives de l'Hérault, j'étais jeune et j'avais 2 ou 3 exemples, pas plus. C'était le moment où le Midi viticole ne réfléchissait pas particulièrement avec les gens qui étaient sur les zones d'appellation. Et donc, les 2 ou 3 exemples, c'était d'abord Cabrières, Berlou, Saint-Mathieu-de-Tréviers, et quelques villages comme ça sur les hautes terres. Et donc à Cabrières, il y avait de l'innovation en permanence, il y avait une vie syndicale très très forte, et d'ailleurs la coopérative était le seul à ce moment-là foyer syndical de réflexion au niveau de l'AOC, et ils ont porté ce message au niveau du syndicat de l'appellation Coteaux du Languedoc aussi, mais plus timidement au niveau de la Fédération des caves coopératives, parce que historiquement encore, les coopérateurs de l'Hérault n'étaient pas prêts, et trop peu de coopérateurs de l'Hérault avaient envie de faire de l'appellation. Et moi, j'ai toujours été vraiment à la fois intéressé et puis intellectuellement perturbé, parce que sur Cabrières, chaque année, il y avait des initiatives collectives qui étaient soit sur le vignoble, soit sur l'approche commerciale, soit sur l'approche culturelle. Et en permanence, à Cabrières, il se passait quelque chose qui était exemplaire. Et Pierre le sait, beaucoup de gens qui se sont interrogés sur les appellations d'origine dans l'Hérault et dans la région venaient ici chercher une source d'inspiration. Oui, c'est exact. Ce que dit Guy, c'est exact. Et ça, c'était lié au fait que nous, on avait toujours défendu l'appellation. Il faut penser une chose, c'est que dans notre secteur ici, par rapport à tous les secteurs qui sont à côté de chez nous, on n'avait pas d'autre solution. Il faut savoir que le terroir était de belle qualité, puisqu'aujourd'hui, on en fait la démonstration, mais le terroir, c'était par rapport à la production viticole de la région, du département ou même du secteur, c'était un terroir pauvre dans l'esprit de ces gens-là. C'est-à-dire avec ces gens-là. Des gens qui nous entouraient. On était considérés quelque part comme un terroir à peu de rendement, un terroir pas rentable, un terroir sur lequel on pouvait faire peu de choses. Et nous, peut-être c'était par orgueil, par je ne sais pas pour quelle raison, on s'est toujours battu pour ça. On s'est battu pour notre terroir en se disant il y a des choses à en retirer. La qualité des produits qu'on était capable de faire, l'insister sur ce qu'on faisait dans la commercialisation, dans la mesure où en permanence on a continué, alors qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient, et même en interne, certains, qu'on allait se noyer, qu'on allait se perdre. Parce que, et donc même à une période, on a eu le sentiment que la cave avait une certaine rupture entre une partie des gens avant-gardistes qui voulaient aller continuer dans cet esprit et une partie rétrograde qui voulait nous faire arrêter. On a failli, à un moment donné, ne plus continuer à mettre des verres en bouteille ici et les mettre à nos groupements de producteurs voisins. Heureusement que la sagesse de Pourin, par exemple, et de gens qui croyaient, comme moi, à l'appellation, avons tout fait pour essayer de préserver cette chose-là. Et aujourd'hui, je crois que personne ne nous en voudra d'avoir insisté autant, et ce qui nous a amené à aussi une chose avant-gardiste, c'est-à-dire à créer, pour bien valoriser ce qu'on était capable de faire, à créer une coopérative de vente et de commercialisation. C'est-à-dire qu'on a coupé en deux l'activité de notre cave. La cave coopérative de vinification avait un objectif vinifié. La cave coopérative de conditions de vente avait l'objectif de prendre en main les produits de ceux qui voulaient y adhérer, de les commercialiser, de les valoriser et de les rétribuer à ceux qui, naturellement, avaient accepté la démarche.
ce qui s'est fait. En 1975, on a créé cette coopérative. Et cette coopérative a permis donc de relancer l'activité commerciale et de s'assurer que c'était dans ce sens qu'on allait. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un effet intéressant, c'est-à-dire qu'on a dégagé rapidement des résultats. On y croyait, et on les a dégagés, on les a redistribués. Et ceux qui n'avaient pas adhéré, on regardait rapidement les résultats. Ils sont venus petit à petit adhérer à cette cave coopérative. Et finalement, cette cave aujourd'hui n'existe plus, Richard, parce qu'elle avait perdu son objectif, dans la mesure où on avait rassemblé. Mais c'est un moment crucial de la structure, très crucial. On pouvait, je ne sais pas ce qui se serait passé si par hasard on avait cédé aux sirènes du groupe de producteurs et aller s'engager dans ce sens. Et ça, c'est vraiment avant-gardiste d'avoir choisi cette méthode, parce qu'on ne croyait pas qu'on y arriverait. Finalement, on a réussi à obtenir du ministère de l'Agriculture l'agrément d'une coopérative de vente et de conditionnement. Et donc, je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres dans le département. On parle des expériences groupées, type Urcan ou de l'époque ou autre, mais pas comme ça sur une petite structure. Voilà, ça a été important. Il faut savoir que quand on a fait ça, on a sauvé certainement l'avenir de ce terroir. C'était très original, c'était moderne, c'était utile, mais ce que je sens moi, dans Cabrières, Pierre, c'est qu'il y a vraiment une histoire d'homme, une histoire d'équipe d'hommes. Il y a vraiment un mouvement qui s'est mis en place depuis les années 50-60, où à l'intérieur du syndicat de l'AOC Coteaux du Languedoc, vous avez quand même été très actif, trésorier pendant quelques années, pendant 15 ans présent au niveau du syndicat des Coteaux du Languedoc, toujours dans les moments difficiles et les moments aussi très heureux, dans la hiérarchisation, tu en parlais tout à l'heure, réussie. Mais Cabrières a toujours été ce fleuron, toujours cette motivation, en tout cas très regardée par le syndicat, par nos présidents, que ce soit Antoine Bousquet ou Jean-Benoît Cavalier. Et tout ça, je pense que c'est très important de voir qu'il y a cette motivation des hommes et d'équipes. Donc il y a aussi Pierre Trinquier, président de la cave coopérative de Cabrières, mais aussi du syndicat. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce syndicat? Oui, ben voilà, moi, je pense que tu as dit comment motiver les hommes. Chez nous, je crois que c'est la coopération qui forge ça. La coopération, c'est la réunion de gens qui pensent peut-être pas pareil, mais qui collectivement sont capables d'amener un objectif, de conduire un objectif et d'arriver à le réaliser. Et quand je suis rentré à la fédération, au syndicat des vignerons, au syndicat des Coteaux de Languedoc, la première chose que j'ai constatée et que j'ai essayé d'amener, c'est-à-dire l'idée de la coopération. Moi, quand je suis venu au syndicat, en même temps, j'ai défendu deux choses, l'appellation et la coopération. Tu le sais? Oui. J'ai même eu quelquefois des petits accrochages avec certains, parce que j'ai toujours pensé qu'on avait besoin de la coopération, on avait besoin de ça, et elle forgeait l'unité. Nous, on a réussi ici à faire des choses parce que, quelque part, on avait confiance les uns aux autres, et à chaque fois qu'on décidait de faire quelque chose, on n'obtenait pas toujours l'unanimité, mais on obtenait suffisamment pour continuer à avancer et ne pas être stoppé dans nos idées. Et quand je suis rentré au syndicat, je me suis rendu compte que pour moi, je pouvais apporter chaque fois dans la discussion le côté collectif des hommes, c'est-à-dire ce que moi je déteste des fois, c'est l'individualisme de certains. Je l'ai connu dans les difficultés du syndicat à un moment donné sur l'appellation qui marchait plutôt moins bien, voir des gens qui avaient le courage de mettre, qui manquaient de courage et mettaient le nom de l'appellation dans la contre-étiquette. Ça, j'arrivais pas très bien à l'accepter. Et moi, je pense que ce que on obtenait chez nous, c'était cette force qu'a mené le collectif. Et beaucoup de choses qui se sont réalisées ici, quand c'était des journées portes ouvertes. Vous vous rappelez, on était certainement aussi dans les premières structures qui faisaient jouer les portes ouvertes avec des ventes aux passagers avec des animations et tout ce que vous voudrez. Eh bien, on arrivait à rallier tout notre monde. On arrivait ensemble à faire des travaux d'aménagement, d'entretien des locaux.
collectivement, on a fait énormément de choses. Et là, c'est peut-être ce que j'ai amené au syndicat, c'était cette idée du collectif. Oui, Richard, vas-y. Je n'étais pas encore présent, mais la coopération représentait quand même beaucoup à la création du syndicat à Languedoc par rapport à aujourd'hui. Et en volume, c'est toujours, mais au niveau des votes, je pense que la coopération représentait beaucoup plus à la création de la Languedoc qu'aujourd'hui. C'est-à-dire la coopération, moi je pense que là où elle a été forte sur l'appellation, c'est au début. Ce qu'on a oublié un peu, les terroirs historiques, c'est pratiquement des caves coopératives qui sont au centre des terroirs historiques. Donc toutes celles qui ont créé un démarrage dans l'appellation, c'était Saint-Saturnin, Montpérou, Berlou, Cabrières, Saint-Christophe, qui à ce moment-là, Saint-Georges-d'Orc, qui avait une cave. La cave de Saint-Drézéry. Saint-Drézéry. Véra, la cave de Véra. Voilà. Donc des caves qui amenaient, qui ont été au départ de l'appellation. Donc la coopération a eu son importance pendant cette période-là, parce que ce n'était pas une période facile dans un département où on produisait beaucoup de vin et très peu de vin de qualité. C'est là que la coopération a été forte. Après, elle a mené son combat à côté des caves particulières au syndicat, mais je pense que c'est au démarrage que Faugère, on n'a pas cité Faugère, c'est au démarrage que la coopération a été forte et vivante. Des gens comme Tardet, si vous avez connu des gens comme Tardet, c'est des gens qui vraiment croyaient à ce qu'ils faisaient et puis à mener vraiment de la force dans la discussion. Et donc, alors, excusez-moi, il y a des choses aussi, quand j'entends parler de Faugère, de Saint-Chinian, de Berlou, il y a aussi une initiative dans les années 90 de chemin des schistes. Oui. On peut en parler parce que c'est quelque chose qui existe toujours et qui va peut-être revenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font à partir de Cabrières. Est-ce que tu peux parler un peu de ce chemin de schiste? Le chemin de schiste, pour moi, c'est une idée que j'avais mis en place à partir du moment où on a réalisé le caveau dans lequel on se trouve actuellement. C'était en 1994. Donc, quand le caveau a été réalisé, quand on l'a inauguré, je me rappelle dans mon discours d'inauguration, j'avais indiqué ce projet ne peut pas rester seul, il ne peut que se relier à d'autres pour arriver à donner une dynamique sur la vie des caveaux et la vie des vignerons. Et j'étais allé donc à la cave de Faugère, je pense un jour, un soir, comme ça, réunir les vignerons de ce secteur et quelques vignerons du Saint-Chignanais pour leur proposer cette idée qui était de créer une route, on avait appelé la route des vins des schistes, qui est devenue après chemin des schistes, pour avoir un caractère plus marcheur, si l'on peut dire. Donc, quelque part, j'étais allé donc rencontrer les vignerons de ces deux communes, de ces deux secteurs, pour leur expliquer l'idée qui était de rassembler nos caveaux à partir de caveaux de caves particulières et de caves coopératives. Donc, il n'y avait pas essentiellement un projet coopératif, mais un projet d'union de ces caveaux, en sachant que chaque caveau devait amener une idée originale pour permettre aux gens d'avoir envie d'y aller. Donc, les idées originales pouvaient être à la fois culturelles surtout, mais à la fois avec du patrimoine, avec des éléments culturels type photo, peinture, enfin tout un tas d'éléments qui pouvaient intéresser les clients coopérateurs, les clients consommateurs à aller directement dans ce cheminement de sentier et aller découvrir les vins. Et ça ne portait essentiellement, naturellement, que sur une zone particulière, c'est la zone des schistes. C'est-à-dire on a choisi cette zone qui est une zone suffisamment large, qui vient depuis Cabrières, en passant par Gabian, Faugère, et le nord du Saint-Chignanais, avec Berlou et Roquebrun en particulier, et les caves coopératives particulières qui se trouvaient là. Et donc ce projet s'est réalisé, il est devenu un projet leader. Donc Pierre, autour de ce chemin des schistes, Cabrières, quelle a été sa volonté, quelle était la dimension culturelle qu'ils ont voulu apporter? Oui, alors ça c'est la réalisation du caveau en tant que tel. Le caveau, dans le choix qui avait été fait, c'était faire
de créer un caveau de vente, mais à la fois un caveau culturel. Moi, personnellement, c'était mon avis personnel et on l'a suivi. Je ne voulais pas que le caveau de vente devienne un caveau classique où le vin était présent, mais il y avait peu de choses après. Et nous, on avait une histoire ici. On avait une histoire qu'on pouvait mettre en valeur. Et on avait des gens qui nous suivaient depuis quelque temps, qui étaient des amis certains, comme Paul Lambert, qui était chercheur au CNRS, ou Jean-Claude Bousquet, l'homonyme de notre président du syndicat, qui était géographe. Et donc ces gens-là venaient à Cabrières, on avait des discussions et on a ensemble partagé l'idée de réaliser l'espace culturel du caveau. Dans cet espace culturel du caveau, on a créé des vitrines qui se basaient sur 3 événements majeurs de la commune. C'était la géologie, une géologie du primaire, avec certains trilobites de 450 000 années avant Jésus-Christ. Donc, on avait cette vitrine-là. On avait la chance aussi d'avoir les plus vieilles mines de cuivre exploitées en Europe sur notre territoire, découvertes par Paul Lambert et qui continue aujourd'hui. Et donc cette partie-là a été faite dans une vitrine archéologique. Et ensuite, il y avait une partie médiévale, c'était l'histoire du château. Naturellement, malheureusement, à Cabrières, l'histoire est riche, mais le château n'existe plus. Donc on ne pouvait pas mettre en valeur le château lui-même, mais on pouvait raconter son histoire à travers une 3e vitrine. Et puis le choix culturel qu'on avait voulu faire, c'était créer un espace, celui qui nous entoure, où on mettait en avant la photographie. Ça, c'était le fils Courel, Daniel Courel, le fils de l'ancien président, qui aimait la photo et avec qui on avait partagé ces idées-là. Et on avait décidé de faire au départ un concours national de photos, avec des thèmes basés sur la viticulture. On a fait ça pendant 5 ans. On avait choisi des thèmes différents et on avait un concours qui se déroulait chaque année avec des photographes assez connus qui venaient en tant que jury pour délivrer les résultats. Et donc ça a donné quand même une idée nouvelle pour Cabrières, c'est-à-dire à la fois de ces rencontres avec des photographes de toute région, et on a primé des gens qui étaient photographes, qui avaient fait des photos en Bourgogne, qui avaient fait des photos en Madiran, on en a une, en Champagne, donc c'était vraiment un concours national réussi. À la fin de cette épreuve, quand on a eu fait les 5, il y avait une certaine lassitude qui peut-être s'installait, et on a décidé à ce moment-là de conserver l'idée, mais de ne pas la gérer nous-mêmes. Et il y avait un club d'amis qui s'appelle l'Image du Salagou, qui est un club photographique avec des gens, des photographes amateurs ou même professionnels, qui avaient envie d'un espace pour s'exprimer. Et moi, je les avais rencontrés et je leur avais dit une chose: si vous l'acceptez, on vous met, on signe un contrat ensemble, on vous met à votre disposition l'espace qui vous entoure. On va vous exiger de mettre au moins 4 expositions différentes par an, de choisir toujours de la qualité, et en même temps, on vous garantira les vernissages. C'est-à-dire que ce sera la structure coopérative qui assurera le vernissage de ces concours. Ça fait maintenant, doit faire pas loin de 20 ans. 94. Non, mais après, on a 5 ans, voilà, 5 ans. Ça fait à peu près 20 ans qu'on a a signé avec ces gens-là. Et ce que j'admire aujourd'hui, parce que maintenant je suis un peu à l'écart de tout ça, c'est voir que toujours, chaque trimestre, on voit une nouvelle exposition, toujours de qualité, avec des thèmes totalement différents. Et ça fait aussi un élément de plus dans cet espace, hein, et vivant, parce qu'il est changeant, perpétuel changement en fonction des choix des artistes, quoi. Voilà. J'apprends beaucoup de choses. Je savais qu'il y avait beaucoup de photos ici à Cabrières. C'est toute une histoire depuis 20 ans. Ouais. Je retiens un mot, c'est la rencontre. C'est toujours une rencontre avec quelqu'un. Il y a toujours des rencontres avec Voilà, et ça dans le vin, je pense que c'est très important. Cabrières le montre en permanence. Et tout à l'heure, on a parlé de chemin de schiste, mais on pourrait aussi parler des honorando, parce que c'était quand même quelque chose qui a été créé ici. Aujourd'hui, plus de 34 honorando dans l'Occitanie. Je sais que ça se développe ailleurs. Donc, vous êtes toujours
pareil, Cabrières, pionnier au niveau des zones rando. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces zones rando, la création des zones rando? Non, elles viennent de la reconnaissance en 2010 de notre appellation, du décret d'appellation qu'on a obtenu dans la rencontre qu'on a fait avec l'IANAO. Et donc, quand on a obtenu cette reconnaissance, j'ai pensé qu'il était important de trouver une formule pour attirer les gens sur la commune. J'ai toujours été surpris, même quand j'allais au syndicat des côtes du Languedoc, pourtant Cabrières était une appellation du Languedoc, m'entendre dire où est Cabrières. J'ai entendu souvent ça. Où est Cabrières? Ça m'a toujours un peu tracassé parce que je disais, bon Dieu, on est au milieu du département, comment se fait-il qu'on ne sache pas où c'est? Et je disais, si par hasard les gens ne savent pas où c'est, ils ne viennent pas. Donc il faut qu'on trouve des formules pour les encourager à venir. Et donc il y a eu cette idée de choix, la randonnée. Pourquoi? Parce que c'était à la mode, la randonnée était à la mode, elle attirait souvent des générations un peu âgées, donc certainement potentiellement consommateurs, et donc quelque part il fallait le moyen de les faire venir au caveau ici, donc créer un sentier de randonnée. Ça c'était le départ, l'idée, on va créer un sentier de randonnée avec un départ de la cave coopérative, un retour à la cave coopérative. Je me balade, je découvre des vins et peut-être j'en achète. Et donc, ce circuit, on a choisi naturellement un site majeur ici. Pour nous, le pic de Vissou, c'est un site majeur dans la mesure où il fait 500 mètres d'altitude, alors que nous, ici, on est à 80 mètres, on n'est pas loin de lui, mais lui, il est beaucoup plus haut que nous. Et donc, je disais, si on réussit ce sentier, qu'on l'amène au sommet et qu'on fasse l'interprétation, c'est-à-dire à la fois sur le parcours, mettre en avant tout ce qu'il y avait de positif sur le territoire, et aussi, au sommet, mettre des tables d'interprétation du paysage de manière à ce que ce soit au nord, en regardant le Caroux, puisqu'on le voit, la Sérane et le pas de l'Escalette, et en se tournant vers le sud, en s'approchant, on voit la mer, quand il y a de la neige, le Canigou. Donc, on disait c'est l'endroit idéal pour y amener les gens. Et ce projet est devenu aussi, lui, un projet leader. Il s'est mis en place dans l'année 2012 et sa réalisation, c'est 2013. En 2013, on a réalisé ce projet et on l'a inauguré. Et le jour de l'inauguration, dans mon discours encore, je dis une seule fois, ce chemin, ce sentier ne peut pas rester seul, parce que quel est son rôle s'il est seul? D'autant autant que d'autres nous suivent et se mettent à faire des sentiers. Ça n'a pas tardé. Saturnin s'y est mis, Montpérou s'y est mis, et de là est partie l'idée de l'honorando au niveau du département, c'est-à-dire Bernard Morin, qui travaille à ce moment-là au département et qui travaille au service agricole, donc a sauté sur l'occasion et sur l'idée. En même temps, et ça aussi il faut le dire, parce que c'est important, moi à cette époque-là, j'étais allé rencontrer la Fédération départementale de la randonnée pédestre pour leur demander leur soutien. Parce que faire un sentier de randonnée, on n'était pas professionnel, il faut savoir comment le faire ou le réaliser, qu'il soit balisé correctement. Et la Fédération de randonnée, pour la première fois, avait accepté de travailler avec une collectivité. La randonnée pédestre travaillait toujours avec des collectivités privées. Elle travaillait toujours avec des collectivités publiques, des mairies, des associations, d'autres, mais elle ne travaillait jamais pour des coopératives ou des structures privées. Et donc, le président de l'époque avait décidé de suivre notre idée et est venu s'associer à ce projet. On a participé financièrement. Le syndicat à l'époque, qui était porteur du projet, a financé 30% du projet. Et donc, ce projet s'est réalisé. Ensuite, il est devenu honorando parce que l'idée a germé ensuite au niveau du département. Et dans la foulée, on a créé un deuxième sentier, qui est le sentier les Grailles des Crozes, et qui fait celui-là 17 km, qui est un sentier à la fois de nouveau qui parcourt le territoire en s'élevant. Nous, cette particularité, on n'a pas parlé trop du terroir, mais la particularité du terroir, c'est qu'on dispose d'un clos naturel. C'est quelque chose de vraiment original. C'est-à-dire que le clos, c'est à la mode dans les appellations, surtout les appellations célèbres,
Et nous, on en a un. Il est naturel, c'est-à-dire que les collines qui nous entourent enserrent carrément le terroir de Cabrieres. Il y a autour de nous Un clos. un clos. Donc vous visez tout de suite le clos, quoi. Hein. C'est pas l'appellation communale, mais Non, non. le clos. Il Le est clos naturel. Rougeau, non, ce sera clos Cabrières. Je pense que c'est bien d'en parler maintenant parce que, on va parler de tout ce qui se fait, mais au niveau du syndicat, au niveau du syndicat de Corbières, Cabrières, excusez-moi. Donc, on peut rajouter un petit peu sur les randos, que ça, quand même, ça, aujourd'hui, c'est une réussite parce que bon, le dimanche, souvent le dimanche ou la semaine, le jeudi, souvent, les parkings de la cave sont pleins de randonneurs. En 2018, c'est qu'on a accueilli la fête de la randonnée départementale. Et ce jour-là, il y a eu 1500 marcheurs. C'était la première fois aussi. On était de nouveau les premiers à accueillir autant de monde pour la fête de la randonnée pédestre départementale. Donc c'est une réussite de faire revenir les gens à Cabrières. Toujours au sommet, Cabrières, toujours au sommet, la rencontre, le sommet et l'évolution. 2015. Alors, en 2015, je vais y revenir dessus, Pierre, très spécifiquement. Et là, je vais faire un peu la relation avec notre syndicat. 2015, c'est l'année où tu m'as choisi pour être le futur président. Et tu m'as apporté ce sentier des Trailles Crozes, presque tout près à être inauguré. Et c'est ensemble que nous avons inauguré, c'est une sorte de passation que tu as fait autour de ce sentier. Et pour rajouter tout à l'heure, tu parlais de ce côté monter au pic de Vissou pour avoir la vue des autres. Le pic de Vissou, on le voit de partout, quasiment dans l'Hérault. Mais Cabrières, quand tu disais on ne sait pas où c'est, parce qu'on vit dans le bas de vallée, et notre terroir est installé vraiment dans ce bas de vallée. Et dans ce clos naturel dont tu parlais, dans ce côté insulaire que tu as déjà cité comme mot, hein, Et qui a caractérisé qui nous a caractérisé. qui nous caractérise nos personnalités, qui caractérise notre terroir, qui caractérise nos vins. Ça, c'est vraiment très, très, très particulier. Et ça, dans la transmission, quand j'ai relu les notes que tu avais fait autour de la description des paysages, mais j'ai rien à rajouter. C'est les choses, elles sont identifiées. Alors, cette espèce de clos, cette espèce de côté insulaire, enfermé, protégé. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique. C'est certain, tu as raison. Et en même temps, ça a forgé le caractère. Tout à fait. Tout à fait. De cela, 2015, tu m'as donné cette chance de pouvoir inaugurer ça, mais c'est surtout, tu m'as propulsé pour préparer la demande de reconnaissance Cabrières en AOP rouge et en AOP rose. Pierre, par rapport au vin justement de Cabrières, ton sentiment aujourd'hui, l'évolution, ce dossier va être déposé certainement en 2022. Il faudra encore un peu de temps, je pense, par Aliénor pour qu'il commence à réfléchir sur ce dossier, mais je pense que ça va aller très très vite vu l'histoire de Cabrières, plus vite que dans d'autres terroirs. Donc Pierre, par rapport au niveau du vin et par rapport au niveau de ce sujet-là du syndicat, quelle est ta vision? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a réussi, enfin, d'année en année, on a réussi à progresser qualitativement. Ça, c'est incontestable. Si on part des années 80, où on a ici vraiment propulsé l'appellation, parce que je vous ai dit qu'on avait pris ces décisions, que ce soit une cave, on a régulièrement, on a amélioré notre production. D'abord pour deux raisons. Un, le réencépagement avec des cépages de l'appellation, mais beaucoup plus qualitatifs, avec aussi des hommes qu'on a choisis. On a choisi Bernard Dross comme directeur pendant en 90, il est resté une quinzaine d'années. Maintenant, 27 ans. combien 27 ans. Après, vous êtes venu le remplacer, et chaque fois on a su trouver des gens qui étaient attachés à l'appellation et aux produits d'appellation. Et ça, c'était important, parce que ici, je pense que les produits, on les a. Après, il y a l'art de les vinifier et l'art de les propulser. Et là, on a réussi ce pari-là, dans la mesure où, au fur et à mesure du temps, nos sélections de terroirs se sont passées de mieux en mieux. Vous avez su
vous connaissez, Bernard les connaissez, vous aussi pareil, vous connaissez toutes les vignes de Cabrera. Vous connaissez le comportement de chaque adhérent. Vous savez ce que vous allez sélectionner et vous enrichissez en permanence votre vinification. Les gens sont assez disciplinés. On leur impose des choses assez sévères, d'apporter leurs produits à des jours définis, à des heures définies souvent maintenant, à des choix que vous leur faites faire individuels, amène-moi ceci, amène-moi cela, je sais ce que je vais en faire. Et ça propulse la qualité de nos produits. On ne met plus rien au hasard dans une cuve. On a préparé le produit dans la tête, avec la connaissance de la vendange. Et ça, je pense que les producteurs l'ont compris. Ils s'associent, il y a un genre d'association qui se fait, et je suis sûr que un producteur est capable d'aller dire au directeur, ma vigne elle est prête, elle est impeccable, elle est parfaite, quand tu veux, tu peux la rentrer. Voilà, il y a un échange entre celui qui connaît son produit et celui qui le vinifie. On se comporte comme une cave particulière, pareil qu'une cave particulière. Une cave particulière, quand le patron de la cave choisit sa vigne, il va la faire le jour où il le souhaite, et il a les produits qu'il veut réaliser. Et nous, c'est pareil. Ici, on réalise ce que l'on veut parce qu'on est à la fois, on a compris que la discipline était nécessaire et on a compris que la réussite, elle passait par là. Et je ne doute pas que les vins séduiront. Moi, je ne doute pas que l'INAO ne soit pas séduit par un territoire comme le nôtre. Déjà, on a parlé du terroir, on a parlé des paysages, et on parle des vins. Et on parle des hommes, ces hommes qui ont compris ce que c'était l'appellation. Dans cette rencontre-là, moi je pense qu'elle ne peut que réussir. J'espère que je verrai ce résultat. 2002, c'est pas trop loin pour moi. Je rajouterai, moi, en tant que dégustateur, le rosé de Cabrera en 1950, j'étais pas né, mais il était déjà reconnu, parce que c'était une première chose, avec ce fameux Cinsault, qui est quand même votre emblème, qui est quelque chose de remarquable, que tout le monde aujourd'hui replante du Cinsault. Mais Cabrera n'a jamais replanté du Cinsault. Ils ont planté du Cinsault déjà dans les années antérieures. Moi, je reconnais aujourd'hui des coups de cœur au Guy Lachette régulièrement. Je ne dirais pas chaque année, mais régulièrement. Donc, il y a une reconnaissance au niveau des journalistes, une reconnaissance au niveau des médias et des concours. Le concours général agricole, on a des médailles d'or partout. Donc, là, le vin, il y est. Le vin, il y est. Les hommes, ils y sont. Le terroir, il n'a pas changé. Le clos, il est là. Il suffit maintenant de convertir l'INAO, mais ça ne va pas tarder. C'est ce que je souhaite. Simplement une chose qu'il faudrait ajouter, parce qu'on n'a pas pensé à ça aussi. Tu as parlé du Cinsault. C'est vrai que le Cinsault est le cépage majeur ici. Je pense que le rosé à Cabrera a cette particularité. Deux choses la particularisent, le Cinsault et le terroir. Parce qu'avec le Cinsault, vous ne ferez jamais, dans un autre terroir, vous ne réussirez pas. Je pense que le terroir apporte quelque chose d'important sur ce cépage-là. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi le syndicat de Cabrera avait demandé au syndicat de Languedoc de faire re-rentrer le cépage Cinsault dans les cépages primés. Parce que le Cinsault n'était plus dans les cépages primés. Et même ici, on commençait à se rendre compte des conséquences parce qu'on avait tendance à ne pas réencépager le Cinsault. Et ça, je me rappelle être intervenu avec Valérie Béatrice et on avait voté au syndicat la demande de reconnaissance du Cinsault dans le cépage primé. Justement, parle-nous justement des défriches, notamment de la seconde défriche collective de 2006. Je ne l'ai pas menée. Mais je l'ai proposé, mais je ne l'ai pas menée parce que c'était René Corin qui l'a mis en place. Tout ça, c'était parce que c'était le moment où on avait demandé à ce que le Cinsault redevienne primé. Et pour nous, qui avons besoin de réencépager fortement, cette déprise viticole avait demandé qu'elle soit essentiellement basée sur le cépage Cinsault. Et c'est une réussite. Hein. Oui. C'est vraiment, moi je l'ai parcouru il n'y a pas longtemps, c'est vraiment une réussite. Donc là, juste pour donner quelques détails autour de la défriche, c'est une défriche qui a été faite collective au niveau de la cave, avec un achat de foncier qui a été divisé en parcelles, mais comme une parcelle historique qui n'a pas une forme définie, qui vraiment suit la topographie, et des paysages, tout ça ancré au pied du Wissou. Vraiment au pied de Wissou, on est obligé de la traverser. On est obligé de la traverser pour la visiter, aller visiter le pic de Wissou.
Et le choix que du Cinsault à ces endroits-là. Voilà. Et ça, c'est vraiment en 2006, on a reposé, quand on était dans une grosse mouvance dans le Languedoc-Roussillon, à pouvoir arracher nos cépages ancestraux, Cinsault, Carignan. Ici, on était en train de reconsolider autour du Cinsault, parce qu'en 1960, on avait déjà défini quelque chose, parce qu'en 1980, on avait déjà peut-être vu quelque chose, mais aussi à partir depuis les années 90, où l'INO était venu, on a senti que le Cinsault était vraiment un élément essentiel. Et d'ailleurs, ça a été reconnu en 2010, à la mesure où c'est le seul syndicat qui a obtenu la reconnaissance du décret en rosé. Tout le monde l'a obtenu en rouge, mais il n'y a que Cabrera qui a obtenu cette reconnaissance en rosé de la part de l'INAO, puisqu'on l'avait présenté, nous, pas les seuls, mais on avait présenté à la fois les deux couleurs, et c'est nous les seuls qui l'avaient obtenu. Mais voilà. Tant qu'on est sur les cépages... Il y a eu aussi une déprise viticole qu'on avait fait en 99. Orientation 99. Et là, celle-là, elle a été faite surtout que des cépages Grenache et Syrah. Et la particularité aussi de cette parcelle, c'est qu'on a demandé à ce qu'il n'y ait aucune rupture dans la manière de le palisser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Les parcelles sont délimitées en fonction de chaque propriétaire, mais il n'y a pas de limite naturelle. Chaque rang au milieu du rang, on devient propriétaire. C'est-à-dire que c'est une seule parcelle qui est divisée, mais il y a une continuité de palissage, de manière à ce qu'on voit une parcelle plantée avec uniforme, les mêmes écartements. Les mêmes écartements. Et exiger aussi l'adhésion à la cave coopérative pendant 25 ans, au moins. Et donc, quelque part, quand les parcelles se revendent, les gens, s'ils ne sont pas adhérents à la coopérative, ils seraient normalement obligés d'y adhérer pour cette parcelle. Après, ça ne s'est pas passé, parce qu'en général, les transmissions se sont faites entre coopérateurs. D'accord. Tant que nous sommes sur les cépages, peux-tu nous parler de la clairette? Est-ce que tu as la clairette donc, La clairette, c'est donc une appellation qu'on a obtenue avant l'appellation Languedoc, enfin l'appellation Cabrera rosé, VDQS, et puis l'appellation Languedoc AOC en 85. Là, celle-là, elle est obtenue beaucoup plus tôt. La clairette, c'était l'idée de plusieurs communes. Il y avait, je pense, 7 communes à peu près, ou 8, qui pouvaient disposer de la production de clairette, et qui chaque commune pouvait à la fois ajouter à son cépage le nom de la commune. C'est-à-dire, ça pouvait s'appeler clairette de Cabrera, clairette d'Adissan, clairette de... Ce qui peut-être ne pourra pas continuer après, que si vous passez en AOC, peut-être que vous ne pourrez pas le garder pour la clairette. Et la clairette, c'est un cépage intéressant. Moi, je trouve que jamais il avait vraiment été mis en valeur, il a été souvent oublié. À Cabrera, jamais. Ce qui est particulier, c'est que nous, on continue à mettre la clairette en bouteille, alors que tout le monde avait arrêté d'en faire, à part peut-être Adissan qui en faisait un peu, mais très peu de gens faisaient de la clairette. Aujourd'hui, je ne sais pas si je crois qu'il y en a qui s'y mettent un peu, mais moi je trouve que c'est un cépage qui est intéressant, qui est très fruité, très floral, qui est vraiment... Ici, on le vinifie très bien. Je pense que le schiste amène aussi sa particularité. Hein. Il donne un peu de minéral là-dedans. Et donc, je crois qu'on ne peut pas abandonner ce cépage. Il me semble que commercialement, il a sa place, que dans notre inventaire de produits, il a sa place aussi. Vous savez, le commercialiser. Et cette cave l'a défendu. Il faut savoir que pendant longtemps, dans les concours, on mettait de la clairette. On était les seuls à mettre la clairette, à part, si vous avez les concours, vous avez clairette de Languedoc, Cabrera, et puis vous avez clairette de Bellegarde, ou clairette, il y en avait très peu, les concours. Et Cabrera, a toujours présenté une clairette des concours. Ce qui fait que on peut dire qu'on a maintenu cette appellation. Elle avait une particularité, c'est qu'elle a un joli décret aussi, un décret où il y a des possibilités de la vinifier à la fois en sec, en demi-doux, en rancio et en vin doux, non, puisque en vin doux, on a été barré par en moelleux, on a le droit. Mais en vin doux, on a été barré par les Catalans, puisqu'on n'a pas réussi. Ça a été une expérience qui a été mise en place, mais elle n'a pas réussi à obtenir l'agrément de l'INAO pour le vin doux naturel.
Le pépin de raisin qui a été trouvé dans des jarres À 10 ans. à 10 ans, Aspirant plutôt. Non aspirant, exactement, aspirant, la maison romaine de Saint-Bédard, ils ont identifié, parce qu'avec les moyens qu'ils ont maintenant, c'est de la clairette. Donc vraiment, vous avez sauvé quand même un cépage, je dirais, on parle beaucoup de cépages patrimoniaux, mais la clairette en est un, le Cinsault en est un, et ensuite, avec le réchauffement climatique aujourd'hui, la clairette résiste très très bien au réchauffement climatique. Je pense que vous avez conservé ici à Cabrières un cépage qui est capital pour le Languedoc. En tout cas, on reconnaît les grands vins blancs avec de la clairette, et aujourd'hui, il y a d'ailleurs beaucoup de clairettes qui sont replantées dans le Languedoc en général. Je crois que Guy, tu avais... Bon, je pense que l'esprit du Languedoc, il est ici à Cabrières. Parce qu'effectivement, l'exemple de Pierre, il est très très significatif pour toutes les générations. Moi, quand je suis rentré en viticulture et dans l'appellation, il a fait partie des gens qui m'ont tout appris, avec d'autres collègues de Faugères, Saint-Chinian et d'autres anciens VDQS. Ils avaient déjà, eux, la mémoire des terroirs et des savoir-faire. Ils nous ont transmis l'envie et la dynamique. Et je crois que sur Cabrières, le groupe humain a été aussi fort que le terroir et les cépages. Et très modestement, très simplement, ils ont transmis aux générations qui ont suivi l'envie de faire le meilleur possible dans des endroits qui sont très identifiés, où on sent vraiment l'origine, à la fois l'origine de la vigne et l'origine de l'envie de produire du Languedoc. Pour moi, c'est un exemple Cabrières facile à comprendre et à transmettre. Richard? Ouais, je pense que Guy a bien résumé, et c'est vrai que cet esprit coopératif fait qu'on avance aussi, comme Pierre disait tout à l'heure, que les réunions du conseil d'administration étaient aussi portées sur la partie syndicale, on n'en a pas trop parlé. Jusqu'en 2010, disons à peu près, il n'y avait pas d'autres opérateurs que la cave, des petits domaines éphémères de temps en temps. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 4-5 caves particulières qui participent bien aux échanges pour faire avancer justement ce dossier d'appellation. Pierre, un dernier mot sur comment tu as vu il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, un peu le Cabrières, motivé par Cabrières, mais dans 10 ans, dans 15 ans, Cabrières, tu le vois comment quelle image tu donnerais? On peut toujours rêver, je pense que tu as toujours eu 20 ans d'avance dans les choix qui ont été faits. Sûr. Je crois qu'il faut maintenant nous dire à nous, aux jeunes qui vont arriver derrière, comme Jérôme, comme Richard, comment tu vois la main? Voilà. La première des choses, la plus importante, c'est conserver cette coopérative. En conserver l'identité, en conserver l'existence. Cette coopérative, elle est l'âme de l'appellation de Cabrières. Les caves particulières amènent quelque chose, je n'en doute pas. Elles ont leur importance, mais je crois que longtemps, la coopération ici, si elle continue, elle amènera de nouvelles générations, elle réunira des hommes, et en les réunissant, ils iront dans le sens des anciens. Ceux qui sont les anciens, ce sera eux, mais ils feront ce que j'ai sans doute fait à l'époque, c'est-à-dire les encourager toujours à continuer dans le sens de l'appellation. Et à ce moment-là, la réussite, elle y sera. Bon, c'est bien que des gens soient venus en cave particulière mener quelque chose, moi j'en doute pas. L'arrivée de Bertrand ici a son importance, incontestablement. C'est un gars qui, en peu de temps, a créé un rosé qu'il est capable de vendre très cher, tant mieux pour lui, mais il amène quelque chose d'important. Mais la vie de ce terroir, elle se fera par la coopération. Moi, je suis persuadé que gardez-la, faites-la vivre, renouvelez régulièrement les générations, parce que je vois qu'on a une bonne pyramide des âges encore. Vous avez pas mal de jeunes qui reprennent, ils sont dynamiques, ils en veulent. Il y a une démarche qui a été faite, dont on n'a pas parlé, mais que je trouve importante aujourd'hui, c'est que la coopérative a des vins bio
elle a des vins, elle est achevée pratiquement sur la 80% au moins de la production. Il y a de la biodynamie, il y en a chez Bertrand, mais il y en a aussi chez des adhérents coopérateurs. Donc, ils sont dans le bon sens, ils vont dans le bon sens, ils vont vers l'avenir. Et à ce moment-là, je ne doute pas que dans 20 ans, ce caveau continuera à accueillir des amis de Cabrères pour reparler, comme on me le fait aujourd'hui, de la réussite de cette appellation. Très bien, ce sera le mot de la fin, de la petite fin, parce qu'on va prendre tout à l'heure. Mais merci Pierre, Merci. en tout cas de tout ce témoignage, c'est sincère, c'est honnête, c'est des tripes qui ressortent. En tout cas, on a passé... on a passé 1 heure ensemble, et c'est très intéressant. Merci Pierre. Merci. Merci.